Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Nyepa Joël Anani et je voudrais m'adresser aux repartpreneurs. Repartpreneurs, ce sont des personnes de la diaspora qui souhaitent investir, rentrer et vivre au pays. Je vais partager avec toi 10 astuces qui te permettent de pouvoir investir au pays et réussir ton investissement, notamment en Côte d'Ivoire, le pays que je connais le mieux. Voilà. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que pour pouvoir bien investir au pays, il faut d'abord identifier le bon pays. Identifier le pays, ça ne veut pas forcément dire ton pays d'origine. Ça peut être ton pays d'origine, ça peut être le pays d'origine de quelqu'un d'autre. Le plus important, c'est d'investir dans un pays, dans le pays que tu connais le mieux, le pays que tu maîtrises, le pays dont tu as le plus entendu parler ou le pays sur lequel tu as le plus d'informations. Voilà, donc c'est vrai qu'on parle de globalisation, on parle de mondialisation, mais moi je pense que le mieux c'est d'aller investir dans son pays d'origine et d'essayer de connaître son pays d'origine parce qu'au final on essaie tous de pouvoir, pour ceux que ça intéresse bien sûr, rentrer au pays. Donc si tu as des contacts dans un pays, c'est beaucoup plus avantageux pour toi. C'est plus facile d'y aller dans ta position, dans la position dans laquelle tu es, c'est-à-dire la localisation du pays extérieur où tu es et également le document que tu possèdes. Deuxième astuce, c'est l'étude du pays. Bien étudier le pays, étudier le climat, la monnaie, les activités qui fonctionnent dans le pays, le mode de vie, le coût de la vie, la mentalité, mais aussi regarder beaucoup de vidéos sur le pays va t'apporter pas mal d'informations qui te permettront de pouvoir augmenter tes connaissances sur le pays. Par exemple, il y a 3 émissions que moi je te conseille, c'est Made in Africa, Réussir et Success Story. Ces 3 émissions-là ont l'avantage de pouvoir donner pas mal d'informations sur des pays d'Afrique où il est bon de pouvoir investir. Ensuite, l'autre chose aussi, c'est de pouvoir te déplacer. Te déplacer, aller dans le pays, par exemple, en vacances. Voilà. Si tu as la possibilité d'aller dans le pays où tu veux investir, même pour 2 semaines ou pour 3 semaines, c'est toujours bon de pouvoir aller sur place pour savoir déjà si les informations que tu avais en étant hors du pays sont vérifiées. Il y a aussi le réseau. Voilà, donc tu peux connaître des personnes qui vivent ici, qui sont originaires de ce pays-là. C'est une bonne chose aussi de pouvoir les approcher, de pouvoir leur parler, de pouvoir leur poser des questions pour qu'ils vous donnent des informations capitales sur ces pays-là, sur le pays qui vous intéresse. La troisième chose, c'est préparer son départ. Préparer son départ, c'est très très important. Préparer son départ d'abord personnellement. Parce que c'est pas parce qu'il y a possibilité de pouvoir investir dans un pays que vous allez pouvoir y vivre. Il y a la mentalité sur place, il y a les conditions de vie. Êtes-vous prêt à laisser votre condition de vie confortable en Europe et passer à un niveau de vie peut-être qui soit, ça peut être au-dessus, mais qui puisse être également inférieur. L'autre chose aussi, c'est le côté familial. Vous avez une femme, vous avez un mari, vous avez des enfants, c'est bien de pouvoir les préparer. Moi, je dis toujours qu'un projet d'investissement, c'est un projet familial, ce n'est pas un projet personnel. Donc, il faut s'assurer que tous les membres de la famille soient d'accord et comprennent ce que vous partez faire. Parce que quand on laisse une femme et des enfants et qu'on part, par exemple, dans un pays africain, il peut se passer beaucoup de choses. Ça peut faire en sorte même que le projet puisse échouer, que vous puissiez rentrer plus tôt que prévu. Ça serait dommage. Donc, ça serait bien de pouvoir préparer toutes ces personnes-là à pouvoir vous être un support solide pour vous, de sorte à ce que vous puissiez être tranquille. L'autre aspect, c'est le côté médical. Le côté médical. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, dans tous les pays tropicaux, il y a ce qu'on appelle le paludisme. Le paludisme qui n'est pas une maladie à prendre à la légère. Donc, en général, vous allez voir votre médecin traitant qui va vous donner certains médicaments, certaines prescriptions à prendre une fois sur place pour éviter de tomber malade. Après, il y a aussi la fièvre jaune, le vaccin de la fièvre jaune qui doit être fait ici avant de partir. Là encore, l'astuce que je peux donner au niveau de la fièvre jaune, c'est de le faire sur place. Alors, plutôt que de le faire ici à 80 € à l'Institut Pasteur, c'est de prendre votre passeport, votre visa, votre billet d'avion, arriver sur place et effectivement, devant l'incapacité de produire le carnet de vaccination, vous êtes mis sur le côté et puis il y a une équipe médicale qualifiée sur place qui vous font le vaccin pour 10 000 francs, soit 15 €. Donc 15 € sur place, 80 € ici à l'Institut Pasteur, je vous laisse choisir. Voilà. Le vaccin de la fièvre jaune, très peu le savent, mais il est valable à vie. Selon les dernières informations que j'ai eues, il est valable à vie. À un moment donné, tout le monde pensait que c'était 10 ans et au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui continuent à penser que c'est 10 ans. Les informations que j'ai, après vous pouvez faire vos vérifications,
il est valable à vie, sous condition bien sûr de pouvoir présenter le carnet, sinon vous êtes revacciné de nouveau. Adaptation. L'adaptation. Alors, vous avez identifié le pays, vous l'avez étudié, vous avez préparé votre départ, c'est le moment d'y aller. C'est le moment d'y aller. Comme je dis, à un moment donné, il faut y aller. Voilà, à un moment donné, il faut y aller. Il ne faut pas, parce que la grosse erreur qu'on fait tous souvent, c'est que on étudie, et nos études entraînent d'autres études, et finalement, on laisse tomber. Et on met le projet de côté parce qu'on a trop étudié. Une fois que vous avez identifié le pays, vous l'avez étudié, vous êtes prêt à partir, il faut y aller. Donc là, l'adaptation. L'adaptation. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici, nous avons nos propres manières de faire les choses, nous avons nos propres manières de communiquer, nous avons notre langage, nous avons nous avons notre assiduité, nous avons notre niveau de sérieux, mais l'Afrique, c'est carrément un autre univers. C'est un autre univers dans le sens où ils ont plus de temps, ils ont leur manière de fonctionner, ils ont leur manière de comprendre les choses qui ne sont pas forcément pareilles que la nôtre. Mais vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez réussir. Donc, quel est votre avantage? Qu'est-ce qui est en votre avantage? Gardez votre façon de comprendre les choses, gardez votre façon de communiquer, gardez votre compréhension des choses, ou épousez leur manière de faire les choses de sorte à ce que vous puissiez mieux fonctionner dans le pays. Voilà pourquoi je parle d'adaptation. La première chose qu'il faut faire, c'est adapter votre langage. Soit vous adaptez votre langage, soit vous prenez un guide. En Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle le choco. Le choco, c'est cette manière de parler et de rouler les R à l'infini. Quand vous arrivez sur place, si vous parlez comme ça, automatiquement, on vous colle une étiquette de quelqu'un qui n'est pas d'ici. Sinon, un Benguis. Donc le Benguis, une fois qu'il est identifié, il est considéré comme Benguis et tout ce qui va se passer autour de lui est adapté en fonction de sa situation de Benguis. Donc moi, c'est vrai, c'est pas évident de pouvoir arriver dans un pays et automatiquement commencer à parler de la même manière que les gens parlent. À ce moment-là, si vous pensez ne pas avoir la capacité de le faire, prenez un guide. Prenez un guide. Moi, dans les débuts, quand je suis arrivé en Afrique, j'avais toujours quelqu'un avec moi. C'est lui qui parlait, c'est lui qui négociait le taxi, c'est lui qui négociait le poisson au restaurant, c'est lui qui passait les coups de fil pour moi, c'est lui qui faisait tout pour moi. De sorte à ce que ça puisse être un peu plus facile pour moi. Donc il faut s'adapter aux conditions du pays. Il faut parler local, il faut se comporter local. Quand vous arrivez à l'aéroport, dès que vous arrivez à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, il faut que vous vous adaptiez à partir de là. Déjà, vos vêtements ne vont pas vous rendre service parce que vous ne vous habillez pas comme les locaux. Donc, n'allez pas rajouter le comportement, n'allez pas rajouter la manière de parler. Si vous pensez que vous ne pouvez pas faire des efforts à ce niveau, vous prenez un guide, tout simplement. Et quand vous êtes avec un guide, l'avantage, c'est que même si on vous a reconnu en tant que Benguis, ça s'arrête là. Le local sera là pour s'assurer que tout ce qu'il y a autour de vous, en termes de prix, en termes de conditions de taxi, nourriture, soit adapté aux situations locales. Ensuite, il y a la mentalité. La première chose qui est choquante quand on arrive en Afrique, même moi je l'ai fait aussi, c'est de tout comparer et de tout critiquer. Je me suis rendu compte que plus vous comparez, plus vous critiquez, moins vous vous adaptez. Sinon, plus on compare, plus on critique, moins on s'adapte. Parce que comparer veut dire quoi? Mettre un écart, c'est pas ce que ça veut dire. Mais quand on compare, on met un écart automatiquement entre ce qui est et nous. Et pareil, quand on critique, ça veut dire que moi, je ne suis pas comme ça. Mais tu veux investir, tu veux réussir dans ce pays. Mais en t'écartant, ça ne sera pas possible. Donc, c'est d'arrêter de tout comparer, de tout critiquer. Ici, ça roule mal. Ici, les gens sont lents. Oui, ils sont lents. Vous savez qu'ils sont lents. Vous saviez qu'ils étaient lents avant de venir normalement. Vous saviez que la circulation et que la circulation était ce qu'elle est. Voilà, donc l'idée c'est quoi? C'est d'arriver sur place, de rapidement comprendre comment les choses fonctionnent et de automatiquement s'y mettre. Et il y a des gens qui ont cette grande capacité-là. Il y a des gens qui ont cette capacité-là. Ils arrivent dans un endroit, ils s'adaptent tout de suite et on n'a même pas l'impression qu'ils viennent d'arriver. Ensuite, il y a la monnaie.
Quand on va même en vacances en Italie, en Espagne, aux États-Unis, quand on va dans... Tous ceux qui vont en vacances sont confrontés à ça. C'est le fait de vouloir tout convertir. Convertir tout. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut surtout pas faire ça. Parce que moi, je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à aller en Afrique, je mangeais dans des restaurants où la facture était à 50 euros, à 30 euros. Mais je me disais, mais c'est normal, parce que quand je vais au restaurant ici, c'est 50 euros ou c'est 30 euros. Sauf que 50 euros là-bas, c'est 80 000 francs CFA. Pardon, sauf que 50 euros là-bas, c'est 30 000 francs CFA. 80 euros si tu emmènes madame au restaurant, 80 euros à deux personnes ici, là-bas c'est 50 000 francs CFA. Il y a des gens qui travaillent et qui sont payés 50 000 francs CFA à la fin du mois. Donc automatiquement, si ici 80 euros c'était normal de sortir d'un restaurant avec madame ou avec un ami et de payer 80 euros, là-bas 50 000 francs CFA dans un restaurant, c'est pas possible. Mais au début, c'est comme ça que je m'alimentais. Parce que j'étais tout le temps en train de convertir. Et la grosse erreur, quand on est benguiste, on se dit toujours dans l'esprit, ça ne fait que, ça ne fait que. C'est-à-dire, ça ne fait que 10 euros, ça ne fait que 30 euros, ça ne fait que 40 euros. 40 euros, c'est rien. Sauf que 40 euros ici, c'est rien, mais quand on convertit, localement, c'est beaucoup. Voilà, donc dans le même chapitre de l'adaptation, c'est adapter son langage, adapter sa mentalité et s'adapter aussi au niveau de la monnaie. Arrêter de comparer, essayer de rapidement comprendre le niveau de vie sur place et de faire vos dépenses en fonction du niveau de vie sur place. Ensuite, il y a le train de vie. Il y a le train de vie. Si par exemple vous avez la possibilité, l'opportunité de vivre, de descendre, comme on dit, de descendre en famille, c'est mieux pour vous de descendre en famille. Il n'y a pas de loyer supplémentaire. Au niveau de la nourriture, c'est également une chose. Il ne faut pas vouloir manger constamment dehors. Déjà pour des raisons d'hygiène et de santé pour vous, c'est mieux d'avoir le repas fait maison. On dit toujours que c'est bien de faire sa nourriture parce qu'au moins on sait ce qu'il y a dedans. Bien sûr, vous n'avez pas le temps, je ne suis pas en train de vous dire de cuisiner, mais en descendant chez la famille ou en choisissant comme hébergement la famille, au moins vous savez ce qui se passe en cuisine. Dans tous les pays, les restaurants, ils sont intéressés par le gain. Bien sûr, ils sont aussi intéressés par votre santé, mais ils sont aussi motivés par le gain. Et plus le niveau de vie est bas, plus votre santé est moins importante, donc on va plutôt aller vers le gain. Donc du coup, c'est mieux pour vous qui n'êtes pas habitué à l'alimentation, qui n'êtes pas habitué aux conditions sur place, de manger à la maison. Donc vous réduisez vos coûts au niveau de l'alimentation. Et si vous descendez en famille, vous réduisez également vos coûts au niveau de l'hébergement. Après, si vous voulez être seul, vous pouvez partir vers ce qu'on appelle les studios meublés ou les appartements meublés, parce que ce n'est pas toujours des studios. Mais là encore, ça ne sert à rien d'aller prendre un appartement avec piscine à l'avant, piscine à l'arrière. Vous prenez un appartement modeste, c'est juste pour dormir. En tant que benguiste, en tant que personne qui va étudier pour le pays, pour investir, il y a très peu de temps, on est très peu de temps dans la maison, on est tout le temps dehors. Donc en réalité, c'est juste un endroit pour dormir. L'autre chose aussi également dans l'adaptation, c'est le transport. Vous avez soit la possibilité de pouvoir louer un véhicule à 20-25 000 francs ou 35 000 francs si vous voulez un 4x4, ou alors peut-être utiliser le véhicule d'un ami où vous allez peut-être mettre l'essence, faire des réparations, et puis vous allez l'utiliser pendant tout votre séjour. Vous voyez, elle sera peut-être moins belle que le véhicule loué, mais elle sera plus économique. Rappelez-vous, vous n'êtes pas en Afrique pour le luxe. Le luxe, vous l'avez déjà connu normalement en Europe, avec des voitures de moins de 10 ans, des voitures de moins de 5 ans, ou des voitures nouvelles, avec un plasma, avec un certain niveau de vie. Le luxe, vous l'avez déjà connu. Quand vous allez en Afrique, c'est pour investir. C'est pour investir. Moi, mon studio, si vous arrivez en Côte d'Ivoire, il n'a rien d'exceptionnel. Il n'a rien d'exceptionnel. Pourquoi? Parce que c'est pour dormir. Ah, donc, faites attention au coût de vie, faites attention aux dépenses, faites attention à ce que vous dépensez lorsque vous êtes en Afrique. Vous n'êtes pas là-bas pour le luxe, vous êtes là-bas pour pouvoir investir. Donc, moins vous allez dépenser, plus vous allez avoir d'argent pour pouvoir réaliser votre projet. Cinquième chose, la collecte d'informations et la formation. Vous allez dans un pays pour investir, vous devez vous informer, vous devez également vous former. Il y a plusieurs sources d'informations et de formation en Côte d'Ivoire. Une fois de plus, je parle de la Côte d'Ivoire. La première source d'information, c'est les structures étatiques, les structures de l'État. Par exemple, si vous souhaitez vous lancer dans l'agriculture, vous avez par exemple le CNRA.
ou l'ANADER qui peut vous donner des informations critiques sur les saisons, sur les endroits, sur les cultures, sur les semences qui fonctionnent bien. Après, si c'est dans l'immobilier, dans la construction, vous avez le ministère de la Construction qui est aussi une bonne source d'information. Également, si vous voulez faire votre business, vous voulez monter votre business, vous avez le CPC. Le CPC qui est un centre qui a été créé pour pouvoir accélérer les démarches administratives pour créer une société. En 24 heures, par exemple, vous avez votre SARL, votre SA, votre SASU qui est prête et vous pouvez commencer à fonctionner. Ensuite, vous avez les cabinets de conseil. Des cabinets de conseil ou des agences qui vous permettent de pouvoir également avoir des informations clés et de pouvoir vous-même vous former et de pouvoir aussi avoir des business plans. Ça ne sert à rien de faire un business plan en France pour aller l'appliquer en Côte d'Ivoire. Il y a des structures qui sont déjà là qui peuvent faire un business plan avec les réalités du pays. Ensuite, il y a l'ambassade, votre ambassade. L'ambassade de votre pays dans ce pays-là. Par exemple, si vous êtes français, vous pouvez aller à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire ou le consulat. Normalement, ils sont censés vous donner un certain niveau d'information qui vous permettent de pouvoir au moins débuter dans le pays pour pouvoir implanter votre business. Voilà. Après, il y a la formation. Vous devez vous former vous-même. La première chose que vous devez faire quand vous souhaitez vous lancer dans un business, c'est de vous former. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que mon premier manœuvre, c'est moi-même. Il faut être sur le terrain. Pour être sur le terrain, il faut être formé. Si vous vous lancez dans un business que vous ne connaissez pas, ça sera compliqué pour vous de gérer ce business-là au jour le jour. Les travailleurs qui vont travailler pour vous, ça serait bien que vous puissiez avoir une idée de ce qu'ils font. Sinon, automatiquement, vous êtes biaisé. Vous serez obligé de vous fier aux informations qu'ils vous donnent. Donc, ils pourront vous donner toutes sortes d'informations.